théorème des endomorphismes normaux, d'accord? Mais pas tout de suite, on va commencer par un préambule pour faire chauffer nos bulles. E, un espace vectoriel sur C muni d'une forme hermitienne, donc définie positive, hein, d'accord? Voilà. Donc là, vous voyez qu'on n'est pas sur Cn, on est vraiment sur un espace vectoriel E. Et donc on peut trouver une base orthonormée, hein, d'accord? EI, d'accord, soit par Gram-Schmidt, soit par Sylvester. Sylvester, ça permet de faire beaucoup plus que juste l'hermitien défini positif. Gram-Schmidt, on est dans le défini positif, et par contre, ça apporte un petit plus, c'est que par rapport à la base de départ, la matrice est triangulaire supérieure. Bon, mais sinon, le tout, c'est de voir qu'on a une base orthonormée, qu'on appelle aussi dans ce cas-là unitaire, hein. Voilà, donc maintenant notre forme ici nous apporte un morphisme entre E et E étoile, hein, qui a x donne phi x égale x truc, d'accord? On va en chercher son noyau. Alors attention, il n'est pas linéaire, il n'est pas assez linéaire, c'est semi-linéaire, on a dit, mais si on le regarde comme R morphisme, il est linéaire, puisque lambda x est envoyé sur phi lambda x, qui est égal à lambda bar phi x, qui est lambda phi x, puisque lambda est sur R. Alors, donc, on peut parler vraiment de noyau, parce que là, c'est linéaire, si on le regarde juste comme R-morphisme. Et si on en regarde le noyau, il est réduit à 0, puisque si on a 0 ici, en particulier x égale 0, rien que ça, hein, d'accord, ça nous fait x égale 0. Vous voyez, avec les formes hermitiennes définies positives, on a tout de suite des formes non dégénérées, c'est-à-dire un noyau nul, par la manière forte, hein, évidemment. Bon, alors maintenant, ce qui nous intéresse est notre préambule. C'est que si U appartient à L2, donc si c'est un endomorphisme de E, je vais pouvoir construire une forme dans E étoile qui a Y donne XU de Y. D'accord? Donc c'est bien linéaire, parce que la forme elle est linéaire à notre forme hermitienne, elle est linéaire à droite, d'accord, ici, et que U est linéaire. Donc on compose des choses qui sont linéaires, donc c'est bien linéaire, c'est bien dans E étoile. Et comme ici on a le noyau nul, on sait qu'ici on a un isomorphisme, d'accord, de R espace, ici, d'accord. Donc l'injectivité implique la surjectivité pour une raison de dimension, et donc on va pouvoir, à partir de cet élément de E étoile, récupérer un élément Vx, que je vais appeler Vx unique, ici. Ça veut dire donc qu'il existe un Vx unique tel que phi Vx, ici, est égal à ce que j'ai appelé phi U, x. Bon, et donc si on applique ça en y pour tout y, ça veut dire que pour tout y dans E, Vx y est égal à la forme dont j'étais parti, ici, x U de y. Voilà. Maintenant, le fait d'assigner x donne Vx de E dans E, ça va être linéaire, hein. Donc vous vérifiez, hein, c'est facile de vérifier que Vx plus x', virgule y, ça va être égal à Vx plus Vx', y. Et ça, comme ce sera vrai quel que soit y dans E, ça va vouloir dire que Vx plus x' est égal à Vx plus Vx'. Et pareil, on vérifie que V lambda x, ça va être égal à lambda V de x en regardant, en appliquant ça à y pour tout y dans E. Alors là, il y a une petite subtilité, c'est que quand on va sortir le lambda, il va devenir lambda bar, mais après, quand on va le re-rentrer, il va redevenir lambda. Bon, donc vous vérifiez ça, c'est vraiment c'est vraiment sans douleur. Maintenant, donc ça veut dire que E donne E, donc l'application qui a donc l'application de E dans E qui a x donne Vx, et c'est linéaire, et on va l'appeler U étoile, ce sera l'adjoint de U. Voilà. Maintenant, on va regarder l'adjoint matriciellement, ça va nous aider pour la suite. Si E est une base unitaire, orthonormée hermitienne, alors dans cette base x, y va s'écrire
donc si on écrit grand X et grand Y, les vecteurs colonnes respectifs des vecteurs petit x, petit y, donc ça va s'écrire X, grand X, étoile, grand Y. Pourquoi on a besoin d'une base orthonormée? Parce que finalement, ce qui est caché là-dedans, c'est que la matrice de la forme, qui normalement devrait être ici et s'appeler H par exemple, eh ben, ça devient IN parce qu'on a une base orthonormée. Voilà. Et IN disparaît évidemment parce que c'est l'identité. Hein, voilà. Alors maintenant, quand on va écrire U étoile X, Y égale X U de Y, ce qui est la formule finalement que je reprends là avec Vx égale U étoile de X. Donc ça va être la formule dont on se servira tout le temps, hein, d'accord, pour la formule de l'adjoint, hein, finalement. Eh bien, on va écrire ça matriciellement. Je vais appeler dans la base E grand U la matrice de petit u et grand V la matrice de U étoile, donc dans la base E, hein, je précise bien. Et donc, à cause de cette formule, ça va nous donner Vx le tout étoile Y égale X étoile U de Y, d'accord, avec ce parenthésage là, si on veut être précis. Mais maintenant, Vx étoile, ben, c'est X étoile V étoile, et ça nous fait cette égalité. Attention, pour tout X et Y, d'accord, pour tout X et Y, ne dites pas que vous éliminez X des deux côtés, non, non, vous évaluez ça, vous prenez X égale donc la base canonique de Cn, et pour Y, la base canonique de Cn, et ça va vous faire, donc pour petit i, les lignes, et pour tout petit j, les colonnes, où vous allez mettre la base canonique, ça va vous donner que chaque composante de V étoile est égale à la composante correspondante dans U. Donc, ça va nous donner que V étoile égale U, et donc V égale U étoile, parce que étoile, c'est une involution, et donc on va dire les choses comme ça, la matrice de U étoile dans une base orthonormée est égale à la matrice de U, le tout étoile. D'accord? Voilà. Donc ça, cette petite commutation du étoile ne marche que dans une base orthonormée. Comme exercice, vous pouvez essayer de voir qu'est-ce qui se passerait si vous ne supposez pas la base orthonormée, et donc vous remplacez ici par un H. Et là, vous avez un H, là, vous avez un H ici. Et qu'est-ce que ça donnerait à la fin comme... alors, on supposerait peut-être H inversible, peut-être ce serait bien. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est un petit exercice que vous pouvez faire. Mais on avait besoin de ce préambule pour continuer. Voilà, on va comprendre maintenant pourquoi on est content d'avoir construit ces formes hermitiennes et en plus pourquoi on est content d'avoir construit sur CN autre chose que la forme hermitienne à laquelle on pense, ce somme de xi bar, yi. Bon, et qu'on a fait quelque chose d'un petit peu plus profond, un petit peu plus abstrait, forcément, c'est obligé, ça va avec, mais on va en avoir les bénéfices là maintenant, avec le théorème des endomorphismes normaux. Qu'est-ce que c'est qu'un endomorphisme normal d'un espace vectoriel complexe? C'est un endomorphisme tel que U étoile, donc son adjoint, commute avec U. Donc, quand on a un endomorphisme normal, donc ici, c'est 1, c'est équivalent de dire que U est diagonalisable en base unitaire de E. D'accord? Alors, base unitaire, hein, c'est base orthonormée, hein, mais bon, on l'appelle unitaire parce qu'on est dans un espace hermitien. Voilà. Mais on peut dire orthonormé, c'est admis hein, quand même. Et c'est aussi équivalent à dire que U étoile est un polynôme en U. Voilà. Alors, généralement, on connaît l'équivalence entre 1 et 2. 3, c'est un petit supplément gratuit par générosité. Voilà. Regardez, bah, comme d'habitude, on va essayer de montrer que 1 entraîne 2, entraîne 3 et entraîne 1. 1 entraîne 2, bah, ça va être la partie difficile. 2 entraîne 3, c'est pas trop difficile ça. Hein. 2 entraîne 3. Si U est diagonalisable en base unitaire, on prend A, la matrice de U dans une base E qu'on va choisir orthonormée, d'accord, ça c'est important. Et maintenant, A est égal à P, D,
P étoile, donc P ça va être la matrice de passage vers la nouvelle base orthonormée, donc elle part de l'ancienne base orthonormée et elle va vers la nouvelle base orthonormée de E où U est diagonalisable, et donc on a A égale P d P-1, mais comme c'est en base unitaire, ben P-1 c'est aussi P étoile, d'accord? Donc voilà, avec D une matrice diagonale complexe, hein, attention. Donc maintenant, on a tout de suite que A étoile, quand je vais mettre étoile à tout ça, bah, étoile, comme il y a la transposée, c'est anti-involutif, mais on va avoir P ici, P étoile ici, bien sûr, et ici, on va avoir D étoile, mais comme D diagonale, D étoile, c'est des barres. Donc maintenant, si on pose D égale la diagonale des lambda I, lambda 1 jusqu'à lambda n en diagonale, alors on peut trouver un polynôme Q tel que quel que soit I, Q de lambda I est égal à lambda I bar. D'accord? Ça, c'est le théorème d'interpolation. On extrait une sous-partie de lambda I tel qu'il soit 2 à 2 distincts. D'accord? Et à partir du moment où ils sont 2 à 2 distincts, on peut appliquer le théorème d'interpolation de Lagrange. D'accord? Et donc trouver Q tel que un polynôme Q tel que Q de lambda I est égal à lambda I bar. Et ensuite, ça va faire que Q de D est égal à forcément D bar. Et donc, quand on va calculer Q de A, ben, A c'est PD, mais ici c'est P-1. Ça, je fais ça parce que je sais qu'un polynôme, il commute avec la conjugaison. Et donc, maintenant, je vais avoir Q de D ici. Q de D, c'est D bar. Et ça, je reconnais A étoile, parce que toujours pareil, P étoile, c'est P-1. Donc, on a bien que Q de A est égal à A étoile. Et ça implique que Q de U est égal à U étoile, parce que dans une base orthonormée, hein, on vérifie que la matrice de U étoile, c'est la matrice de U, le tout étoile. 3 entraîne 1 est clair, hein, à partir du moment où U étoile est polynôme en U, alors il commute avec U. Maintenant, montrons que 1 implique 2. C'est ça, juste la partie difficile. Allons-y, hein. On prend lambda dans le spectre de U. Et on est content d'être sur C parce que je ne parle pas du vide. Hein. Lambda, il existe parce que c'est algébriquement clos. Et donc, j'ai bien un sous-espace propre non nul. Hein. Ne dites jamais non vide. Voilà. Non nul, ici, que j'appelle E lambda pour U. Maintenant, U étoile stabilise E lambda. Ben oui, parce que comme U étoile commute avec U, il stabilise tous les sous-espaces propres de U. C'est comme ça. Donc, maintenant, j'affirme que U stabilise E lambda orthogonal. Alors, effectivement, si je regarde ça matriciellement, je vais regarder en fait AXY, où X appartient à E lambda orthogonal et Y appartient à E lambda, et dire que U stabilise E lambda orthogonal, ça revient à dire que ça va être 0. C'est ce qui va, quel que soit Y, dans E lambda, c'est ce qui va assurer que AX sera bien, encore une fois, dans E lambda orthogonal. Alors, pourquoi c'est 0 ? Je le calcule. Là, j'utilise le langage matriciel, qui est bien pratique dans ce genre de situation. Ça fait AX étoile Y, mais ça c'est X étoile A étoile, et X, maintenant j'utilise l'associativité, la pseudo-associativité des matrices, et là j'ai X étoile ici qui est dans E lambda orthogonal, et qui est orthogonal à tout élément de E lambda. Mais il se trouve que A étoile Y est dans E lambda à cause de ce qu'on vient de voir ici, et toujours pareil que A étoile, c'est la matrice de U étoile. Ça nous fait 0, et on a gagné. On a montré que U stabilisait E lambda orthogonal. Là maintenant, on a envie de dire c'est fini. C'est pas tout à fait fini. Regardez, certains peuvent se dire c'est fini, et j'aimerais pas qu'ils aillent trop vite. Regardez, on va faire une récurrence sur la dimension de E qui est n. Pour n égale 1, l'initialisation, c'est bon parce que
tout commute, voilà, et tout est diagonalisable, et tout est polynôme de... Bon. Donc vraiment, il y a aucun souci pour n égale 1. Je vais poser f égale l'orthogonale de lambda. Eh bien, en fait, toute la finesse consiste à remarquer, pour l'hérédité, hein, que UF étoile, c'est égal à U étoile F. Il y a cette petite commutation subtile. Là, si je montre ça, UF le tout étoile, rond UF, eh bien, ce sera U étoile indice F, rond UF, mais U étoile rond U, c'est U rond U étoile, d'après ça. Donc ce sera bon. D'accord? Alors que sous cette forme-là, ce n'était pas clair tant qu'on n'avait pas commuté les deux pour se ramener vraiment à U étoile. Alors, c'est une tautologie, hein, c'est simple, mais il y a cette subtilité. Hein. Montrons ceci. Donc il suffit de montrer que, pour montrer que ça est égal à ça, il suffit de montrer que ça, donc c'est lui qu'on prend, est bien égal à x, u, f, y. Et là, c'est tout droit, hein, c'est rien du tout. On prend x et y dans grand F, et u étoile, l'induit de u étoile sur f de x, comme x appartient à f, ben c'est u étoile de x, tout simplement. Et donc, j'applique cette formule, et u de y, c'est u sur f de y. Donc, c'est pratiquement rien, mais quand même, c'est une petite subtilité. Et donc, UF, maintenant, va vérifier cette hypothèse. Donc, par récurrence, puisque E lambda est non nul, ça, c'est de dimension strictement plus petite. Et donc, ça va être diagonalisable. UF est diagonalisable en base unitaire, évidemment. Hein. En base unitaire, en base, on peut dire orthonormée, hein, on se comprend. Et on va avoir E est égal à E lambda, somme directe avec E lambda orthogonale. Ben, U est diagonale sur E lambda, U est diagonalisable sur E lambda orthogonale, ce qui va faire que U, globalement, est diagonalisable. Maintenant, ici, il est diagonalisable en base unitaire. Ici, il est diagonalisable, comme il est diagonal, il est diagonalisable dans n'importe quelle base, mais par le procédé de Gram-Schmidt, on peut construire une base unitaire. Et en faisant la concaténation des deux bases, on obtient, puisque c'est orthogonal ici, c'est une décomposition orthogonale, on obtient globalement une base unitaire. Voilà, hein, donc on a montré par récurrence 1 entraîne 2, le reste étant assez facile, en tout cas assez classique. Voilà. Alors, ce que j'aime bien dans cette preuve, et ce qu'il faut retenir, c'est on a tout ce qui était annoncé, tous les espoirs qu'on portait sur les espaces hermitiens, eh ben, sont accomplis. Et en plus, on comprend pourquoi on a fait attention de ne pas se limiter juste à la structure hermitienne de Cn. Regardez, d'abord, on a travaillé sur C, donc c'est bien, du coup, on a pu avoir une valeur propre, d'accord? Ça, c'était important. Ensuite, on a utilisé l'espace hermitien, ben, ça c'est bien, parce qu'on a un orthogonal. Cet orthogonal, il est en somme directe avec E lambda, donc c'est pour ça qu'on travaille sur un espace hermitien. Ensuite, on a la stabilité de E lambda. On a que si, bon, par exemple, ça c'est un théorème assez général, si U stabilise F, alors U étoile stabilise F orthogonal, ça vous pouvez le montrer, c'est un petit exercice facile, mais qu'on a utilisé implicitement ici. Donc ça, c'est encore des problèmes de forme hermitienne et réduction. Et important, hein, pourquoi on aurait pu partir de Cn, d'accord, et faire la récurrence, mais pourquoi on n'est pas parti de Cn? Parce que si on est sur Cn, ça veut dire qu'on a une base particulière. Cette base-là, sur laquelle on va prendre la matrice, est une base particulière, mais
Quand on va faire la récurrence, on va se retrouver à faire la récurrence, mais sur un espace F qui n'a plus de base canonique. D'accord? C'est E lambda orthogonal, lui n'a pas de base canonique. Donc, vous voyez pourquoi est-ce qu'on a mis en forme cette théorie des structures hermitiennes définies positives, parce qu'il n'y avait que ça qui pouvait nous aider à aller plus loin. Et sur Cn muni de sa structure naturelle, on restait bloqué, on ne pouvait pas faire actionner la récurrence. Voilà. Et puis, il y a aussi cette petite subtilité, hein,